Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Vous savez, à une époque, on disait ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ben, aujourd'hui, c'est dans certains cas, ils se marièrent. Ça a duré un certain temps. Et bon, est-ce qu'ils ont eu des enfants? Peut-être. Des fois, oui, des fois, non. Ben oui, on va parler aujourd'hui du divorce parce qu'il y a Michèle Dayan, qui est une avocate spécialisée en droit de la famille en France. Elle a écrit cet ouvrage « Nous nous sommes tant aimés ». Et il y avait un article intéressant, d'ailleurs, là-dessus dans la presse ce matin, tout ce que vous voulez savoir sur le divorce. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas discuter avec Michèle Dayan sur cette évolution du divorce à travers les décennies. Je regardais du côté de Statistique Canada. Bon, il faut dire qu'au Québec, par exemple, on est les champions de l'union libre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas. Mais pour ceux qui se marient au Canada, le taux de divorcialité, on appelle ça comme ça, c'est 5,6 %. La durée moyenne du mariage, c'est autour de 15 ans. Et durée médiane du mariage, c'est 12,8 années. Alors bref, on va voir l'évolution, ce qui entoure le divorce avec Michèle Dayan. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci, bonjour. Je suis ravie. Ben oui, très heureuse de vous parler. Écoutez, pendant plusieurs années, des décennies, on peut dire, divorcer, le sceau du divorce, c'était très mal vu. Il y avait c'était un stigmate, de dire on va divorcer. Aujourd'hui, ben ça représente quoi, le mot divorce, divorcer? Est-ce que ça a la même empreinte, si vous voulez, symbolique? Pas du tout, ni socialement, ni intimement. Socialement, moi, je suis d'une génération où dans les classes, que ce soit en primaire, au collège, dans les cours d'école, les enfants de divorcés, ils étaient un peu stigmatisés. Ils étaient rares et c'était un peu comme des ovnis ou des bêtes curieuses. Ils n'étaient pas forcément bien vus et leurs parents encore moins. Et puis, les choses ont évolué et aujourd'hui, en tout cas en France et à Paris particulièrement, c'est les enfants dont les parents ne sont pas divorcés, qui sont un peu des phénomènes différents des autres. Ils ne sont pas stigmatisés pour autant, mais c'est plus rare. Le taux de divorcialité est très fort. Hein. À Paris, c'est un couple sur 2 et en France, c'est environ un couple sur 2, également un couple sur 3. Donc, il y a un gros taux de divorcialité. Donc, oui, c'est ça. Parce que tout à l'heure, je parlais du taux de divorcialité au Canada, mais il faut dire, c'est un peu, si on regarde en termes de couple, c'est souvent ça, ça ressemble. En fait, c'est souvent un couple sur 2 qui va se séparer. En France, vous vous mariez beaucoup plus. En fait, c'est encore assez normé. Je ne sais pas si ça a évolué maintenant en 30 ans. Est-ce que les gens se marient moins et tout ça? Mais est-ce que vous dites, bref, les gens divorcent plus à tout le moins aujourd'hui? Donc, socialement, c'est pas vu de la même façon. Donc, intimement non plus, parce qu'il y a une conversation permanente entre l'intime et le social. Maintenant, intimement, quand on se marie toujours beaucoup en France quand même. D'ailleurs, on a milité pour que tout le monde puisse se marier, les personnes du même sexe aussi. Donc, c'est dire que le mariage est une chose importante pour les Français. Mais en revanche, je pense que ce qui a changé, c'est que lorsque l'on s'unit, on assume le risque du divorce ou de la séparation. Et donc, c'est intimement quelque chose que l'on sait pouvoir arriver. Ce n'est plus tabou comme autrefois, c'est-à-dire on se dit plus le divorce, c'est finalement c'est la fin de tout, on a brisé la famille, donc on a enlevé un peu ce tabou autour du divorce. Exactement, c'est plus tabou, on peut le dire, c'est plus vécu comme un drame, c'est pas toujours un drame, mais quand même intimement, ça peut être vécu de façon très douloureuse. C'est pas parce que socialement c'est moins stigmatisé que intimement ça peut pas être une blessure. Mais c'est moins souvent une blessure, c'est moins souvent un drame, et ben ça fait partie je dirais même pas des accidents de la vie, mais des parcours de vie souvent maintenant de divorcer. C'est très intéressant parce que vous dites socialement, il y a plus à tout le moins ce tabou comme c'était autrefois. Ça fait partie de la vie, c'est très fréquent. Mais intimement, ça reste quand même que ça peut être extrêmement douloureux. Donc ça, quand même, ça reste. Qu'est-ce que ça représente le divorce intimement justement pour ceux et celles qui décident de franchir le pas parce que ça ne fonctionne plus?
Alors c'est ce que je raconte dans le livre que j'ai publié, Nous nous sommes tant aimés, que j'ai écrit. C'est que intimement, ça reste un échec souvent pour les personnes qui divorcent. J'ai beau leur dire que on continue sa vie, que on ne refait pas forcément sa vie, mais on la continue d'une autre façon. Il n'en demeure pas moins que même si on a le risque assumé de la séparation quand on se marie dans un coin de sa tête, dans son cœur souvent, sauf quelques exceptions, les gens pensent que c'est pour toujours. Il y a encore ce rêve de princesse, de prince charmant et de ce rêve de la famille, alors qu'on sait aujourd'hui que la famille, elle peut perdurer après un divorce. C'est plus la même chose aujourd'hui. Le divorce, c'est pas forcément la fin du couple parental. On peut continuer à se parler, à s'occuper des enfants, à se voir, à avoir de bonnes relations, mais c'est vrai que c'est vécu souvent intimement comme un échec, d'autant que une des causes quand même souvent de la séparation, c'est l'adultère, pour beaucoup, en tout cas dans beaucoup de cas, l'adultère ou les violences. C'est quand même les deux grandes causes de séparation. Et donc, ça veut dire que le drame, il est avant, la douleur, elle est avant le divorce même. Donc, ça reste justement ces fameux motifs de divorce, adultère, violence conjugale et d'autres raisons, évidemment. Donc, le couple, ça ne fonctionne plus à ce moment-là. Voilà, exactement. Et il y a aussi, on observe de plus en plus de divorces de personnes qui sont plus âgées, des aînés. Ça, c'est nouveau dans votre pratique? Ouais, le divorce, j'y ai consacré un chapitre dans le livre qui s'appelle Le divorce des seniors. Avant, on attendait que la mort nous sépare et aujourd'hui, on n'attend pas forcément que la mort nous sépare. Il y a de plus en plus de seniors. Alors, je dirais, c'est à partir de la retraite. Hein. Pour moi, senior, c'est 65 ans, à peu près entre 62 et 65 ans. Et même des gens de 70, 75 ans, 80 ans. Là, récemment, une femme est venue dans mon bureau pour divorcer. Parce que d'abord, l'espérance de vie, elle augmente. Donc avant, quand on avait 65 ans, on pensait qu'il nous restait pas tant d'années que ça à vivre et à bien vivre. Aujourd'hui, on sait que ça peut être long encore. Et c'est toute une tranche de vie après la retraite qui se passe. Parce que le monde évolue et que notamment beaucoup de femmes qui souvent ne partent pas pour quelqu'un. Hein. Les hommes partent souvent pour quelqu'un d'autre. Les femmes, elles peuvent partir juste pour être avec elles-mêmes, seules. Et les femmes, elles ont évolué. Une femme ménopausée aujourd'hui ou une femme de 60 ans, 65 ans, c'est plus quelqu'un qui a plus de vie de femme et qui n'est bonne qu'à s'occuper de ses petits-enfants et à faire des gâteaux. Ça a changé. Beaucoup de choses ont changé par rapport à ça. Et puis le vent de liberté qui souffle sur les filles, hein, souffle aussi sur les mères. Et donc, elles aussi, à 65, 70, 75 ans, elles demandent parfois le divorce. Et puis la retraite, c'est un changement de rythme. Enfin, je veux dire, on a chacun sa vie ailleurs. On rentre le soir, on se croise. Et puis, on sait qu'on repart le lendemain matin. Mais quand tout d'un coup, on est les deux à la maison et qu'on n'a plus les mêmes envies, qu'il y en a un qui a envie de bouger, qui a envie de voyager, qui a envie d'aller au cinéma, de voir du monde et que l'autre, il a envie d'être sur sa tablette ou sur sa télé toute la journée, de ne rien faire, ça devient compliqué. Et 20 ans comme ça, c'est compliqué à se projeter quand même. Tout à fait. Puis en terminant, s'il y a une chose là, pour qu'un divorce se passe bien, parce qu'on sait que ça peut être effectivement très douloureux, ça rebrasse les émotions là, en quelques mots, est-ce qu'il y a un ingrédient peut-être pour que ça se passe mieux pour la suite des choses? Oui, alors il y a le temps de la souffrance, hein, il ne faut pas l'éviter, on a le droit d'être triste et on a le droit de souffrir. Je pense qu'il faut se dire, et c'est ce que je dis souvent à mes clients, qu'on est responsable de 100% de la moitié du problème. Et que un divorce, à part les cas de violence, hein, je mets ça à part les cas de violence, un divorce, c'est quand même quelque chose qui se fait à deux. Et donc, ce qu'il faut éviter pour aller mal, et donc ce qu'il faudrait faire pour aller bien, c'est éviter la rancœur et penser qu'il y a un coupable et une victime et sortir de ce processus de elle m'a fait ça, il m'a fait ça, c'est lui qui a demandé, c'est qu'elle qui a demandé et je souffre et je me victimise. Je pense que ça, c'est très important et se dire qu'il y a une vie après et qu'il y a des enfants parfois et une vie à vivre et que la rancœur,
c'est pas bon pour la suite. Michel Dayan, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir de vous entendre, Michel Dayan, donc pour son ouvrage « Nous nous sommes tant aimés » sur la question du divorce. Merci d'avoir été là. Et c'est ce qui met fin à cet épisode de Cube Radio. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure pour une autre édition de Cube. À bientôt.